Vous avez parlé aussi de la chaîne d'approvisionnement. On sait que le ministère avait engagé des débats sur le sujet il y a quelques jours. Alors, qu'est-ce qui est envisagé sur le sujet? Pardon, j'ai pas... La chaîne d'approvisionnement des produits. D'accord. Oui. Merci. Je vous ai dit tantôt que la CAMEC et une des directions chargées de l'approvisionnement pharmaceutique est en train de travailler. Ils ont un outil de suivi du médicament. Mais cet outil de suivi ne permet pas de suivre jusqu'au dernier kilomètre. Et c'est ce gap-là qu'ils s'emploient à combler. On peut utiliser aujourd'hui, vous savez, l'électronique pour pouvoir suivre les téléphones portables. C'est envisagé. Ils sont en train de le faire et vous aurez les résultats bientôt. Voilà. Merci à vous, Madame le ministre de la Santé, professeur Claudine Lougué. Donc, chers auditeurs, vous êtes en direct sur la radio nationale, en direct. L'émission est interactive. Notre équipe au Standard a collecté des préoccupations des auditeurs. Pour en parler, nous accueillons à l'instant Jean-Baptiste Bouda. Jean-Baptiste, bonjour. Oui, c'est Ribaoula, bonjour. Alors, il faut dire que les auditeurs ont interagi, ont beaucoup agi. C'est ainsi que nous avons pu recueillir quelques questions. Donc, Mariam Sana demande pourquoi est-ce que le premier CHR a été délaissé au profit du nouveau CHR excentré selon elle. C'est Mariam Sana qui nous pose cette question. Il s'agit du CHR de Tenkodogo, bien sûr. C'est la première question. Deuxièmement, il y a Moustapha Junior qui vous encourage pour les efforts entrepris dans votre département. Alors, il dit que le CSPS de Titao dans le Louroum est fermé depuis un certain temps. Qu'est-ce qui va être fait pour que ce CSPS de grande envergure pour la province soit... ce centre médical-là, le CMA, soit réouvert? Alors, Draman Dani, qui dit quand est-ce que la mesure... Qu'en est-il donc de la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière? Quand est-ce que ça va démarrer effectivement? Donc nous avons une autre préoccupation de Jean-Pierre Lompo, qui dit pourquoi les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action ont manqué dans certaines localités. Voici pour le moment quelques questions que nous avons pu recueillir provenant donc de nos internautes. Merci à vous, Jean-Baptiste Bouda. Merci à vous, Jean-Baptiste Bouda, en tout cas pour ces différentes préoccupations relevées auprès de nos auditeurs et internautes. Alors, Madame le ministre, l'ancien CHR de Tenkodogo semble-t-il est délaissé à ce jour. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Merci bien, Monsieur Jean-Baptiste. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont posé des questions et tous ceux qui nous écoutent en ce moment pour l'intérêt apporté à la question de la santé. Il y va également de la responsabilité sociale du ministère de la Santé que de répondre aux questions que les usagers viendraient à se poser. Et je voudrais rassurer Madame Sana que le CHR n'a pas été abandonné. Nous avons construit avec l'accompagnement de certains partenaires un CHR plus moderne et les services sont ouverts, mais le CHR, l'ancien CHR a été transformé en centre médical urbain avec la présence de 4 médecins, comme c'est au centre aussi, c'est avec la présence de 4 médecins pour résoudre les problèmes relevant des centres médicaux. Et ce qui est supérieur, c'est que ce qui dépasse l'offre, le paquet de soins de ce centre médical-là, normalement doit être vu au niveau du centre hospitalier régional. Et c'est l'occasion pour moi ici de rappeler aux usagers, aux Burkinabés, qu'il y a des paquets de soins au niveau de chaque formation sanitaire. Il y a des paquets de soins disponibles pour les CSPS, il y a des paquets de soins disponibles pour les CM, il y a des paquets de soins disponibles pour les CMA. Et c'est quand tout est dépassé qu'on parle au niveau des hôpitaux de référence. Si on a un engouement très très important au niveau des hôpitaux de référence, ils ne pourront plus jouer leur rôle d'hôpital de référence. Donc le centre n'est pas abandonné. Le CSPS de Titao, bon, nous assistons depuis un certain temps à la fermeture, ouverture de certains CSPS dans des zones à défis sécuritaires très très élevés. Nous aurions aimé pouvoir continuer
à disponibiliser l'offre de soins pour ces populations qui souffrent déjà. Mais souvent, il y a des CSPS dans ces zones-là qui sont fermées parce que toutes les populations sont déplacées. Des CSPS qui sont fermées parce que c'est des zones où les agents sont inquiétés. Et je saisis l'occasion pour remercier ces agents-là, pour reconnaître la résilience de ces agents au niveau de ces zones à défi sécuritaire élevé. Et si on a fermé un CSPS, c'est pas de gaieté de cœur. Nous nous employons à ouvrir rapidement les CSPS lorsque les conditions de sécurité sont réunies. Donc, l'ouverture du CSPS de Titao, ça sera une possibilité lorsque les conditions de sécurité des patients, les conditions de sécurité de nos agents seront réunies. Alors l'autre grande ambition de votre département, c'est bien entendu la fonction publique hospitalière, selon en tout cas notre auditeur Draman Drani. Alors, il parle de la mise en œuvre de cette fonction publique hospitalière. La fonction publique hospitalière est un grand défi pour nous. C'est un grand défi, c'est le défi d'avoir des soins de santé de qualité. C'est le défi d'avoir une disponibilité de ces soins de santé-là dans nos formations sanitaires pour les populations. C'est le défi de reconnaître la charge de travail de nos agents. C'est le défi d'organiser cette charge de travail-là pour les rendre humainement supportables pour les agents de santé. En un mot, c'est le défi d'avoir un système de santé performant à tous les niveaux. Et donc, la mise en œuvre de cette fonction publique hospitalière, je peux dire qu'elle avait commencé depuis 2018, bien sûr avec un retard, je vous vois sourire, ce qui a provoqué la fronde entre le ministère et le gouvernement, j'allais dire, et les partenaires sociaux, parce que le gouvernement avait signé un protocole d'accord pour la mise en œuvre de cette fonction publique hospitalière. Durant cette mise en œuvre se continue, se poursuit. Nous avons pris des textes qui vont consacrer l'indemnisation des agents depuis janvier 2018 et nous avons préparé avec les partenaires sociaux des textes qui ont impliqué la participation de tout le monde, tant des partenaires sociaux que du personnel technique au niveau technique, parce que les partenaires sociaux se sont regroupés, on a élaboré ensemble les textes et ces textes sont en préparation pour être adoptés en conseil de ministres. Donc la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, je peux vous assurer, fait son bonhomme de chemin et ça va se poursuivre et ça sera finalisé très très bientôt, nous l'espérons. Et on a une question a été posée concernant les MILDA qui sont en nombre insuffisant dans certaines localités. Il faut dire que le ministère de la Santé suit l'évolution de nos vecteurs de paludisme en ce qui concerne les moustiques. Nous avons utilisé tous les moyens de lutte contre les moustiques eux-mêmes, les moyens de lutte contre les larves par les épandages, les moyens de lutte contre la résistance, parce que ces moustiques-là développent. Et grâce à ces études-là et grâce à des preuves factuelles, nous avons déterminé certaines régions, dont 3, Cascade, Moune, au bassin, qui nécessitent qu'on puisse mettre à leur disposition des moustiquaires de nouvelle génération. Donc ces zones-là ont eu ultérieurement leurs moustiquaires, sinon les zones où il n'y a pas de résistance, ils ont eu les moustiquaires. Pourquoi le nombre insuffisant? Quand on a fait le recensement, une même famille peut se faire recenser plusieurs fois. Donc le premier recensement nous avait donné un nombre donné. Quand on est arrivé avec les moustiquaires, le nombre a été multiplié par 2, voire par 3. Donc, il fallait opérer des choix. Et ce sont ces choix-là qui ont fait que certains n'ont pas eu leur moustiquaire. On s'en excuse. Moi, en tant que premier responsable, je m'en excuse. Il faut qu'on affine nos processus de recensement, probablement. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir affiner ça pour que des impairs comme ça de ce genre n'aient plus lieu pour les prochaines distributions. Je remercie les populations concernées pour leur compréhension. Alors, nous sommes en période d'harmattan, propice à la propagation de la méningite. Alors, qu'en est-il du dispositif de prévention de cette maladie dans le pays? Je vous remercie. Notre ministère
comporte des directions générales, la direction générale, dont une direction générale chargée de la surveillance épidémiologique. Et dans cette direction générale, il y a des directions chargées de la communication pour le changement de comportement. Donc nous avons déjà, et si vous remarquez, nous avons souvent des sorties médiatiques pour sensibiliser les populations au niveau national. Mais localement, les agents de santé continuent la sensibilisation des populations. Je vous ai parlé tantôt du CSPS. Le CSPS, c'est Centre de soins et de promotion sociale. Et donc, dans la promotion pour la santé, des sensibilisations de ce genre sont faites pour qu'il n'y ait pas d'épidémie liée à l'harmattan, pour qu'il n'y ait pas de recrudescence de maladies respiratoires liées à l'harmattan, quand on sait que les maladies respiratoires sont la première cause de mortalité, la deuxième cause de mortalité après le paludisme au niveau des enfants. Il faut déjà faire de la promotion et de la prévention, et nous employons à le faire. Au niveau des centres de formation sanitaire, au niveau des centres de soins et de promotion sociale, mais également au niveau communautaire. Au niveau communautaire, nous avons recruté des agents de santé à base communautaire, près de 17 000 agents qui travaillent avec les communautés pour la promotion et également pour des soins pour lesquels ils ont une délégation de tâches en ce qui concerne essentiellement le paludisme, les maladies diarrhéiques de l'enfant, les maladies respiratoires, la prise en charge des consultations prénatales des femmes enceintes et des conseils pour la promotion de la santé. Voilà, merci à vous, Madame le ministre. L'émission est interactive. Sybille Charles Sempori, on va rappeler les liens pour nous rejoindre ici en antenne directe avec la ministre de la Santé, professeure Claudine Lougué, Sorgo. Alors, le 24 71 0038 pour la région du centre-est, le 25 30 44 93 dans la région du centre. Sybille Charles Sempori. Madame la ministre, dans la région du centre-est, quelle est la situation épidémiologique? Je vous remercie. Je peux dire que la situation épidémiologique de la région du centre est satisfaisante en 2019 parce que nous n'avons pas enregistré de cas d'épidémie. C'est en 2018 que nous avons enregistré des cas d'épidémie de rougeole dans le district sanitaire de Zabré, Bitou, Ouarghaï. Mais cette année, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas enregistré d'épidémie. Et donc, on peut dire que le profil épidémiologique est satisfaisant au niveau du centre-est. Alors, vous avez lancé, il n'y a pas longtemps, quelques jours, une grande campagne contre la rougeole. Alors, est-ce que vous en avez les échos aujourd'hui, Madame la ministre? Une campagne contre la rougeole, oui. Okay. Merci beaucoup. Il faut que je vous rappelle et que je rappelle aux auditeurs que notre chef de l'État est un champion, est champion mondial de la vaccination du fait des taux de vaccination que nous avons atteints au niveau du Burkina Faso. On peut dire que le taux national est de 90%, mais il y a des zones où on a plus de 100% du fait des migrations populationnelles qui font que nos prévisions de 100% sont souvent dépassées. Donc, ce fort taux de couverture vaccinale a prévalu à notre chef de l'État d'être reconnu champion international de la vaccination. Et ça nous a prévalu également l'appui très proche de Gavi, l'Alliance pour la vaccination qui nous accompagne. Nous avons eu, grâce à l'Alliance pour la vaccination et puis le budget de l'État, nous avons pu équiper environ 1 millier de formations sanitaires en réfrigérateur solaire pour pouvoir mieux conserver le vaccin. Effectivement, nous avons fait une campagne récente de vaccination contre la rougeole et la rubéole qui intéressait les enfants de 9 mois en allant. Donc, nous avons pu faire cette vaccination-là qui s'est bien passée et qui a permis de couvrir les enfants qui n'avaient pas eu la vaccination du premier âge, et on a pu rattraper. C'est comme une vaccination de rattrapage en y incluant la rubéole. À l'échelle nationale, des infrastructures sont réalisées. Le centre hospitalier régional de Zignaré est désormais fonctionnel. D'un coût de 15 milliards de francs CFA environ, l'infrastructure a été inaugurée jeudi dernier par le président du Faso. Le compte rendu est signé Emeline Zougmori.
J'ai pas suivi. Voilà, donc on va revenir en attendant de retrouver l'élément de Méline Zoumouré. Madame le ministre, vous l'avez en tout cas, vous invité sur le terrain avec le président du FASO au lancement, donc à l'ouverture officielle de ce centre hospitalier régional d'envergure régionale justement dans la région du plateau central, Zignaré précisément. Alors, quelle est l'ambition du chef de l'État justement en direction des populations? Je vous remercie. Et je vous ai dit tantôt que le chef de l'État, dans l'axe stratégique 2 du PNDS, souhaite développer un capital humain de qualité pour le Burkina Faso. Et dans cet axe stratégique 2, le ministère de la Santé intervient avec la mission de disponibiliser des soins de qualité aux populations. Et donc, en cela, il fallait doter tous les chefs-lieux de région, tous les chefs-lieux de région d'un centre hospitalier régional. Et c'est les régions du plateau central et du centre sud qui n'avaient pas leur CHR. Et donc, avec l'accompagnement des partenaires BADEA et le fonds de l'OPEP, nous avons pu réaliser ce joyau au bonheur des populations du plateau central. Et nous avons, par la même occasion, lancé les travaux. Ce n'est pas pose de première pierre, c'est le lancement des travaux du CHR de Manga. On va revenir justement sur le CHR de Manga. Dans 18 mois, le centre hospitalier régional de la ville de Manga sera achevé, foi du chef du gouvernement qui a lancé le chantier de construction. Les travaux d'un coût global de plus de 13 milliards de francs CFA sont la concrétisation d'un engagement du chef de l'État, selon le chef du gouvernement, suivant le reportage de Nayaldo Paul Sawadogo. D'une capacité de 300 lits, le futur centre hospitalier régional de Manga sera bâti sur une superficie de 50 hectares. D'un coût de plus de 13 milliards de francs CFA, le CHR de Manga est financé par le Fonds saoudien de développement, le Fonds cohésien pour le développement économique arabe et l'État burkinabé. À terme, le CHR de Manga sera un complexe sanitaire de plus de 35 infrastructures organisées en 3 sections. Professeur Claudine Logué, ministre de la Santé. Il y aura un bloc consultation, il y aura un bloc technique, et il y aura un bloc hospitalisation. Et le bloc technique va comporter les outils nécessaires à l'affinement du diagnostic, tels que l'imagerie médicale et le laboratoire. Les blocs consultation, il y aura les urgences pédiatriques, un bloc urgence maternité et urgence gynéco-obstétricale, un service de néonat, un bloc chirurgie générale. La construction du CHR sera assurée par 2 entreprises avec un délai d'exécution de 18 mois. Une infrastructure hospitalière qui viendra soulager la souffrance de la population en leur offrant des soins de qualité. Jérôme Ramba, maire de Manga. C'est avec une satisfaction totale, une joie immense que nous accueillons aujourd'hui le lancement des travaux de la construction du CHR. Il faut dire que notre région fait parmi la toute dernière région qui ne possède pas en tout cas un centre de référence en matière de santé. La réalisation de ce centre de santé de référence entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement sanitaire des régions du plateau central et du centre-sud. Voilà, réaliser des infrastructures est un défi. Avoir également le personnel donc justement pour accompagner ces centres en est une autre. Alors, Madame le ministre, sur le sujet du personnel de santé, quelle est la situation du point de vue général au Burkina Faso? Je vous remercie. Nous avons fait une évaluation diagnostique des infrastructures, du personnel et des équipements en septembre 2019. Et il est sorti de cette évaluation que nous avons environ 27 000 agents. J'ai les chiffres exacts quelque part. En tout cas, on a environ 27 000 agents de santé. Et donc 81% environ se trouvent dans les régions périphériques. Et la région du centre regorge environ 47% de ce personnel-là. La région des Hauts-Bassins, au moins 23%. Et la boucle du monde, environ 12%. Ce qui nous a permis de prendre des actions, et parmi lesquelles
de suspendre déjà les affectations pour nécessité de services, d'affecter tous ceux qui sont sortis des écoles et des nouveaux hors de ces 3 régions-là, le temps d'équilibrer le travail en fonction de l'outil appréciant la charge de travail, comme je vous l'ai dit tantôt, de rééquilibrer afin de faire en sorte que la répartition soit équitable pour toutes les régions, quand on sait qu'il y a des régions qui n'ont que 4% ou 5% de ce personnel-là. Donc, c'est une évaluation à tous les niveaux qui nous conduit vers une prise de décision. Justement, on va rester sur le sujet. Parlant du déploiement du personnel cadre, je vais parler un peu des médecins. Qu'est-ce qui est fait pour encourager ces derniers à aller dans les régions les plus reculées comme les communes ou encore les provinces? Merci, c'est vrai, c'est une question épineuse, une question phare comme on dirait. Et je pense que la fonction publique hospitalière va apporter des solutions à cette question. Et du reste, c'est un des objectifs de la fonction publique hospitalière. Je vous ai dit tantôt que la fonction publique hospitalière était faite pour pérenniser la disponibilité de soins et également tenir compte de la ressource humaine qui prodigue ces soins de santé aux populations. Donc, je pense que la fonction publique hospitalière viendra un temps soit peu et résoudre ce problème-là. Mais il y a également l'accueil des communes dans lesquelles travaille ce personnel de santé. Il faut que les communautés qui accueillent ce personnel de santé-là mettent tout en œuvre pour que ce personnel de santé se sente moralement à l'aise pour pouvoir apporter des soins de santé de qualité aux populations. On va revenir sur le projet de transformation des CSPS en centres médicaux. Où en êtes-vous avec ce projet? Est-ce que ce projet est à terme aujourd'hui? Je vous remercie. Et ce projet a pris fin en 2017 sans avoir atteint ses objectifs de départ. Tout simplement parce que l'évaluation du projet, vous savez, on écrit un projet, le projet met du temps avant de démarrer et au démarrage, il y a l'inflation qui continue son cours. Et donc, les coûts du projet avaient été sous-évalués et le projet n'a pu qu'atteindre 30% de ses objectifs. Mais du reste, nous sommes en train de réécrire un nouveau projet qui puisse compléter ce que l'autre projet n'avait pas pu terminer. Mais il y a des travaux toujours en cours concernant ce projet et il y a des transformations hors de ce projet-là qui sont en cours. Nous parlions tantôt du CM de Begdogo et de Begdogo et ailleurs on est en train de transformer. À l'Est, cette année, nous sommes en train de transformer. Et du reste, les ressources transférées aussi permettent d'accompagner cette transformation-là. Mais le projet doit être réécrit. Voilà. Merci à vous, Madame le ministre, professeur Claudine Lougué-Né-Sorgo. Nous accueillons à nouveau Jean-Baptiste Bouda pour les préoccupations de nos auditeurs. Jean-Baptiste, on vous écoute à nouveau. Voilà, encore quelques préoccupations. Alors, Monsieur Brema Nyambré, dans le Coupégo, dit si on détient les preuves qu'un ICP surfacture les produits de la CAMEG et vend la spécialité dans le dépôt de son CSPS, il demande quelle est l'attitude à adopter. Quelle attitude à adopter quand on détient des preuves qu'un ICP surfacture les produits de la CAMEG et vend la spécialité dans le dépôt de son CSPS. Alors, il va un peu plus loin. Suite à cela, si un groupe d'élus locaux refuse de publier le prix de ces produits MEG à la population, que vous-même avez arrêté un prix à ne pas dépasser, que faire? Donc, il vous encourage également dans toutes vos activités. Donc, voici quelques préoccupations. Je continue beaucoup plus. Alors, M. Bazier Lougué de Tenkodogo demande où en sommes-nous avec les coupures des salaires, les trop perçus qui ont été soi-disant effectués sur les salaires des agents de santé qui étaient en mouvement. Alors, sa deuxième préoccupation, il dit à Goundi, dans le Sanguier, il y a une maternité qui a été construite par la mairie et le dispensaire n'est toujours pas d'actualité. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il peut attendre? Je termine. Monsieur Peredwende Kiedga de Banfora dit que la loi 012 adoptée par le gouvernement qui donne des avantages avec la carte d'invalidité
aux personnes handicapées. Il y a éventuellement des réductions de coûts sur un certain nombre de pratiques. Il demande si est-ce que c'est effectif et dans le cas contraire, qu'attendre. Voici quelques préoccupations. Merci à vous, Jean-Baptiste Bouda. Madame le ministre, alors justement, on va s'arrêter un peu sur la loi 012 qui a des avantages, aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine de l'éducation, mais on va rester dans le domaine de la santé qui vous concerne justement. Quels sont les avantages de cette loi 012? Est-ce qu'aujourd'hui la mise en œuvre est effective sur le terrain? Merci. La loi 057, c'est la loi qui concerne la fonction publique hospitalière. Nous en avons parlé il n'y a pas longtemps, mais je peux revenir là-dessus s'il y a des questions qui restent en suspens. Mais la loi 012 concerne la personne handicapée. Et la personne handicapée doit être identifiée comme personne handicapée. On doit évaluer son degré d'handicap, son degré d'invalidité. Et ce sont des personnes généralement qui sont démunies. Quand ils vont dans les formations sanitaires, on leur dit de payer la consultation, puisque pour être pris en charge en termes d'avantages, il faut avoir sa carte d'invalidité. Si tu n'as pas ta carte d'invalidité, tu ne peux pas être pris en charge. Donc, il faut payer pour avoir l'évaluation de ton degré d'invalidité. Bon, donc, c'était une roue qui était sans fin. Et nous avons été saisis par le ministre en charge de l'action sociale là-dessus. Et nous nous sommes penchés sur ce problème-là pour que ces personnes invalides puissent avoir la gratuité déjà de la consultation d'évaluation de l'invalidité. Et donc nous sommes à cette étape-là. Et si la personne a sa carte, il y va de soi que la loi va s'appliquer dans toutes ses composantes. Et le problème du CSPS de Goundi, notre évaluation diagnostique a mis à nu des formations sanitaires qui sont dites incomplètes. Nous avons environ 1900, un peu plus de 1900 formations sanitaires et nous avons des formations sanitaires dites incomplètes parce qu'il n'y a qu'un dispensaire seul, une maternité seule. Et au centre S ici, nous avons 11 dispensaires seuls, 4 maternités seules, qu'il va falloir compléter. Et pour notre budget 2020, étant donné que le budget se rapportant aux infrastructures ne nous permet pas souvent de réaliser grand-chose, nous allons nous atteler prioritairement à compléter ces maternités seules et ces dispensaires seuls pour pouvoir donner un CSPS complet à ces dispensaires-là. Donc, que l'auditeur de Goundi puisse être rassuré en fonction de l'enveloppe qui nous sera attribuée. Nous connaissons déjà le nombre, c'est un peu plus d'une 50aine. Nous allons travailler à ramener les choses à la normale. Et en ce qui concerne les malversations dans le secteur de la santé, le secteur de la santé n'est pas épargné et c'est comme tous les autres secteurs. Et c'est un secteur qui est très visible. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, les populations sont toujours informées. Du reste, nous ne pouvons pas applaudir de tels genres de malversations. Nous devons prendre des actions concrètes. Et nous avons été également interpellés là-dessus par les ONG qui nous accompagnent dans le suivi et évaluation de la gratuité. Nous avons donné instruction via le SG aux directeurs régionaux de santé de rapporter tous les cas de malversation. Et les directeurs régionaux ont donné ces instructions au niveau des MCD. Du reste, il y a déjà eu, moi à mon niveau, j'ai déjà reçu des lettres d'explication des agents qui ont commis des malversations, pas au même niveau de gravité que celui qui surfacture et qui détourne en même temps. Mais je me souviens d'un cas où le médicament a été, quelqu'un l'a acheté, il ne l'a pas utilisé et l'agent l'a revendu à une autre personne. Et quand le premier responsable de la structure s'est rendu compte, une lettre d'explication a été donnée à cette personne qui a expliqué que face à l'urgence, elle a pu venir en aide
aux patients qui devaient sortir pour aller acheter le médicament. Donc vraiment, nous invitons la population à nous aider, à nous débarrasser de certaines brebis galeuses qui ternissent l'image de l'agent de santé. Heureusement, ils ne sont qu'à un nombre infime et c'est ensemble qu'on va pouvoir les extirper de nos rangs. Et du reste, il y a des conseils de discipline dans toutes les régions et les gens savent comment les responsables de des formations sanitaires régionales savent comment il faut saisir le conseil de discipline et nous attendons que les conseils de discipline puissent fonctionner. En ce qui concerne les retenues salariales, et pour trop perçues, en fait, c'est lié au mouvement d'humeur et ce qui a été trop perçu dans le salaire antérieur, on le retient au niveau du salaire en cours en appliquant le cadre réglementaire en ce qui concerne le taux de retenue salariale pour un agent de la fonction publique. Ce n'est pas seulement un agent de santé. Et du reste, je vais rappeler que ce n'est pas la ministre de la Santé qui a opéré les retenues salariales, c'est le gouvernement et ça ne concerne pas seulement le ministère de la Santé. Je pense que ça a commencé par le ministère en charge de la fonction publique et il y a d'autres ministères qui ont suivi. Je pense qu'il y a environ 5 ministères qui sont concernés par le problème et ce n'est pas seulement le ministère de la Santé. Et c'est difficile, je concède avec ceux qui sont concernés, mais c'est seulement une attitude, un pardon national qui peut faire revoir quelque chose en ce qui concerne ces retenues salariales. Moi, la ministre de la Santé, je n'y peux rien, c'est une question gouvernementale. Alors, Madame le ministre, nous allons parler à présent des perspectives et des défis de votre département. Ok, je vous remercie. Déjà, il faut dire que en ce qui concerne la région du Centre-Est, le département est venu avec quelque chose. Le département n'est pas venu les mains vides au niveau du Centre-Est. Le département est venu avec la construction déjà de 5 CSPS, avec 3 CSPS offerts par la LONABE que je remercie en passant. Le département est venu avec l'inauguration d'un centre régional de transfusion sanguine. Le département est venu pour inaugurer également le CSPS de Campelsin. Le département va diriger une cérémonie de remise officielle de 100 bouteilles de gaz au profit des CSPS de la région du Centre-Est. Et le département va inaugurer des infrastructures sanitaires qui ont été construites dans le département. C'est le CSPS de Diara. Je vous ai dit que le CM de Begdo devait être également inauguré, mais nous allons revenir après pour cette inauguration. Le département va consacrer la pose de la première pierre de l'Office de santé du travail au Centre-Est et le département va accompagner Madame la Première Dame pour remettre 45 matelas imprégnés d'insecticides au profit des formations sanitaires de la région du Centre-Est. Dans le cadre général, le département va continuer à mettre en œuvre la vision du chef de l'État en ce qui concerne le domaine de la santé. C'est-à-dire faire en sorte que tous les Burkinabés puissent avoir des soins de santé de qualité disponibles. Et pour cela, nous avons inscrit la qualité comme un point important à la direction générale de l'offre de soins de santé qui du reste a déjà élaboré les stratégies qui sont en application au niveau de certaines formations sanitaires. Nous invitons les autres formations sanitaires à prendre le pas afin que la qualité soit au rendez-vous. Dans un futur, je ne veux pas dire très proche, nous envisageons aller vers la certification. Du reste, certaines formations sanitaires, non de soins, j'allais dire le laboratoire national, le Centre national de transfusion sanguine se sont lancés sur ce chemin de certification. Le département également a en mission de faire en sorte que l'état nutritionnel des mères, des enfants soit amélioré. Et donc, le département s'emploie aux côtés du ministère de l'Agriculture à faire en sorte que ça soit effectif. Et avec le ministère de l'Agriculture, le département de la Santé fait des enquêtes chaque année pour apprécier l'état nutritionnel des enfants et de la mère. Le département doit également
participer, mettre en mouvement l'accélération de la capture démographique, enfin l'accélération de la transition démographique, l'accélération de la transition démographique pour atteindre la capture du dividende démographique. Pour cela, le département s'emploie à développer la santé de la reproduction, de la mère, de l'enfant, du nouveau-né, du jeune enfant, de l'adulte, et associé à la nutrition. Et le département organise chaque année, depuis 2012, des semaines nationales de gratuité de la planification familiale pour rendre accessible la planification familiale aux jeunes, aux femmes et aux enfants qui le désirent. Et mieux, le Conseil des ministres de 2018, fin d'année 2018, a autorisé le département à passer à la gratuité de la planification familiale. Mais pour ne pas passer à l'échelle avec des billets, nous avons commencé cette gratuité au niveau de 2 régions, le Centre-Ouest et les Cascades, et l'étude des insuffisances va nous permettre de passer à l'échelle dès le début de l'année 2020. Donc le département, malgré des défis, de nombreux défis, et surtout le défi sécuritaire qui met en mal le département de la santé, c'est le cœur pincé que j'évoque ce problème, parce qu'il y a des formations sanitaires qui sont fermées, des formations sanitaires qui travaillent à minima et qui privent des populations burkinabées de certains soins de santé, et le département s'emploie à travailler aux côtés du ministère en charge de la question humanitaire, à prendre en charge la santé de ces personnes déplacées grâce à l'appui de ses partenaires techniques et financiers, grâce à l'appui des organisations de la société civile de santé, grâce à l'appui de certaines ONG que je remercie au passage. Du reste, le département a conçu une stratégie de résilience de la santé au Burkina Faso, assorti d'un plan d'urgence, et nous sommes en train d'opérationnaliser ce plan d'urgence-là. C'est le lieu de remercier tout le personnel de la santé, éprouvé sur le plan sécuritaire